pour votre venue ce matin au numéro 48 des Petits Déj Pro. On a le plaisir d'accueillir Élodie Lambert. Donc les Petits Déj Pro, je vais laisser le soin à Maxime Lehoux de présenter le format, de présenter aussi son association. Moi je suis Soufiane Kachla, le directeur du tiers-lieu qui abrite une fois par mois ces Petits Déj Pro. Et je suis ravi de vous accueillir ce matin encore une fois pour ce nouveau numéro. Maxime. Merci Soufiane, donc bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc Maxime Lehoux, je dirige ITP qui est une agence de recrutement, d'emploi et de recrutement basée à Montlouis dans la zone de Conneuil. Et je préside donc l'ERET, qui veut dire entreprendre et réussir dans l'Est Touraine. L'objectif de cette association est de fédérer les entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. On regroupe un peu plus de 90 entreprises sur ce territoire, où on propose donc de fédérer ces dirigeants, de créer du lien avec toutes les institutions économiques du territoire et de mettre en place des actions pour développer nos zones d'activité et nos entreprises. Et en effet, dans notre programmation de rendez-vous ERET, on travaille en partenariat avec le Rubixco, où on se donne rendez-vous tous les premiers vendredis du mois, en présentiel, à Montlouis, et également en distanciel donc sur le compte Facebook, en direct, où on fait intervenir donc un expert ou une experte d'un sujet de gestion d'entreprise. Et donc ce matin, on accueille Élodie Lambert de Almae Coaching, qui va nous proposer une thématique sur le leadership conscient. On trouvait que c'était intéressant pour terminer l'année, un petit peu une thématique intrigante. On a déjà abordé la thématique du leadership, mais là on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc sur le format, on propose 1 heure de Petit Déj Pro, donc de 9h à 10h, et vous aurez la possibilité, soit sur Facebook ou soit ici en direct, d'intervenir à Élodie. L'objectif, c'est vous donner toutes les clés sur cette thématique pour que vous puissiez repartir avec plein de bonnes idées et de mettre en action après ces Petits Déj Pro. Voilà. J'en ai terminé, on va pouvoir passer la parole à Élodie qui va pouvoir se présenter. Oui. Et puis on sera là ce matin avec toi pour interagir. Voilà, n'hésitez pas. Dérouler la matinale. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi je suis Élodie, j'ai créé le cabinet Almae Coaching en 2021 et j'accompagne les entreprises dans leur transformation. Donc je fais du coaching professionnel, coaching de dirigeants ou coaching d'équipe. Accompagnement RH et également j'ai une partie d'activité qui porte sur le bilan de compétences. Donc ce matin je vais vous parler effectivement de leadership conscient. C'est un concept dont on entend peu parler finalement, c'est pour ça que ça intrigue, hein, comme disait Maxime. Donc le programme du jour, déjà c'est de vous présenter ce que c'est que le leadership conscient et ses principales caractéristiques. On va parler aussi de ce qu'on appelle le principe de CARE. Alors ça, c'est un mot anglais, mais qu'on retrouve dans ce concept et que je vais vous expliquer, et qui est assez central finalement dans cette notion-là. Et puis, on terminera avec des choses plus concrètes qui vous permettront de comprendre comment mettre en pratique ce leadership conscient dans votre façon de diriger votre entreprise et de manager. Donc la première partie, alors on va commencer par partir d'un point de départ. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On traverse une période de crise majeure qui est multifactorielle, une période de crise climatique, crise économique, sociale, politique. Au milieu de cette crise, il faut qu'on fasse avec quantité d'évolutions technologiques au sein de nos organisations et puis une importante évolution des mentalités. Ce qui nous amène à conclure qu'on traverse une période de profonde transformation de la société. Et donc sur ce fond, ce décor, où en fait finalement les entreprises fonctionnent toujours sur un schéma de performance et de résultats, sur lequel on observe en fait vraiment de plus en plus de mal-être au travail, d'épuisement professionnel, de pré-burnout, de burn-out, eh bien on se rend compte que c'est là qu'il va falloir qu'on amène un petit peu de conscience dans notre leadership, puisque on peut même dire finalement qu'on traverse une crise du management et du leadership. Donc c'est à ça qu'on va s'intéresser ce matin. Alors le leadership conscient, voilà la définition qu'on peut essayer d'en faire ce matin. Ça repose en fait sur une prise de conscience profonde de soi, des autres et de l'environnement, tout en s'engageant à manager de manière éthique, de manière authentique, et d'une manière qui soit orientée vers un impact positif. Finalement, c'est
des choses qui peuvent sembler assez évidentes, mais le fait de les ramener à la conscience va modifier notre façon de diriger nos entreprises. Le but, c'est vraiment d'harmoniser les objectifs individuels, organisationnels et sociétaux pour viser un équilibre entre la performance et le bien-être. Aujourd'hui, cet équilibre, je ne suis pas certaine qu'il soit existant. Le leadership conscient, ça va nous permettre également de viser un épanouissement entre la contribution des personnes, un épanouissement et la contribution des personnes, qu'on puisse mêler les deux. Aujourd'hui, on demande toujours plus de contributions aux personnes, contribuer au développement de nos sociétés, enfin nos entreprises, contribuer au développement du monde. L'épanouissement, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut encore discuter. Donc, changer nos pratiques de leadership, amener plus de conscience, ça va permettre de rétablir cet équilibre et d'amener plus d'épanouissement. Puis l'épanouissement, il peut être différent en fonction des personnes. Exactement. C'est là où le rôle du leader va être important en termes d'écoute, mais ça, on va le voir après. Alors, pourquoi c'est important, cette notion de leadership conscient? Et c'est le mot conscient qui est important ici. Parce que finalement, on se rend compte qu'on fonctionne à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis qu'on est tout petit, finalement, on nous apprend à faire taire notre intuition et à valoriser le fonctionnement du mental. Et c'est en ça qu'on fonctionne un petit peu à l'envers, parce que cette inversion d'essence, finalement, elle va nous éloigner de notre humanité, elle va nous éloigner de notre cœur et de nos valeurs profondes. J'ai mis cette phrase qui me semble intéressante pour certains dirigeants: l'homme est un moyen et l'argent est une fin. Et finalement, quand on réfléchit à ça, on se dit mais ça n'a pas de sens, parce que qu'est-ce qui est le plus important finalement? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est l'argent? Donc c'est en ça, je trouve, que finalement les choses sont mises à l'envers. Donc l'idée avec le leadership conscient, ça va être de dépasser ces approches traditionnelles qui sont centrées sur la productivité, la rentabilité et le pouvoir. Donc je vais vous parler des principales caractéristiques du leadership conscient. La première, qui est la plus importante, c'est la conscience de soi. Pour devenir un leader conscient, il faut partir à la découverte de soi. C'est une des premières choses à faire et, à mon sens, une des choses les plus importantes. Parce que avoir une connaissance de soi, une bonne connaissance de ses émotions, de ses valeurs, de ses forces, de ses faiblesses, de ses ressources, ça permet vraiment de mesurer et de comprendre en fait l'impact que l'on a sur les autres et sur notre environnement. On fonctionne aujourd'hui tous un petit peu au quotidien sans forcément avoir conscience de tout ça. Et c'est hyper important. La conscience de soi, c'est pas que la connaissance de soi, c'est aussi la connexion à l'instant présent. Pour comprendre ce qui se passe en fait dans nos façons d'être, dans nos façons d'agir et dans l'impact que tout ça a sur ce qui nous entoure. La connexion à l'instant présent vraiment permet de modifier nos façons de faire, se connecter à soi, à son intuition. C'est des choses qui peuvent considérablement modifier nos façons de faire, et c'est ça qui va vous permettre de prendre conscience aussi de ce qui se passe. En se connectant à l'instant présent, je vais pouvoir me connecter à mes émotions par exemple. Et donc c'est en cherchant continuellement à s'améliorer, à se développer, qu'on devient de plus en plus conscient. Dites-vous aussi que vous ne pourrez changer votre environnement, changer ce qui se passe autour de vous, que si vous commencez par changer vous-même. Donc quand on veut changer ce qui est à l'extérieur de soi, il faut commencer par changer ce qui est à l'intérieur de soi. Et la conscience de soi, c'est vraiment la porte d'entrée vers ce changement-là. Deuxième caractéristique, l'intelligence émotionnelle. Donc le leader conscient, il va développer son intelligence émotionnelle en fait pour devenir plus conscient. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est simplement la capacité à identifier et à comprendre ses émotions et celles des autres. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on est à l'écoute de ses émotions et de celles des autres, on peut comprendre ce qui se passe pour nous, on peut être à même de mieux comprendre ce qui se passe pour les autres. Et à partir de là, on va être dans l'empathie, on va être dans la compassion. Et quand on comprend le fonctionnement des émotions, ça permet aussi de venir désamorcer, par exemple, des situations de conflit. Ça permet d'améliorer nos relations, d'améliorer notre façon de communiquer.
l'intelligence émotionnelle, c'est inné, ça se travaille, ça, on peut l'acquérir, on peut le développer. Oui, alors c'est les deux. On peut avoir une intelligence émotionnelle innée développée de base, mais ça se travaille assez facilement. C'est voilà, du développement personnel, mais oui, ça se travaille et on peut l'acquérir sans aucune difficulté. Donc voilà, être à l'écoute finalement des autres et prendre en compte aussi à travers l'empathie les émotions des autres, c'est aussi une marque de respect qui est fondamentale dans la relation qu'on entretient avec ses équipes, en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? C'est se mettre à la place d'eux, c'est... Oui, c'est ça. En fait, déjà, ça part par... C'est là où la connaissance de soi elle est importante, et la conscience de soi, parce qu'il faut d'abord commencer par soi, comprendre quelles sont les émotions finalement qu'on vit le plus souvent, pourquoi elles sont là, ces émotions, et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut apprendre à vivre avec. Et quand on fait ce travail déjà pour soi, on est beaucoup plus à même de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Parce qu'on a déjà fait ce travail pour soi, et on peut mieux analyser quand on a un collaborateur, par exemple, qui est en colère, de se dire, bon, s'il y a une colère s'il est en train de vivre cette colère, c'est qu'il y a une raison. Je vais essayer de comprendre pourquoi il vit cette colère. Et puis, je vais aussi le laisser finalement vivre cette émotion, parce que ça fait partie de nous en tant qu'être humain. Ensuite, dans le leadership conscient, on retrouve l'intégrité et l'authenticité. Donc ça touche vraiment aux valeurs. C'est-à-dire que quand on veut être un leader plus conscient, c'est déjà avoir conscience de ses valeurs, mais aussi les défendre ses valeurs et ses principes, même dans des situations difficiles et même quand elles sont impopulaires. Et puis c'est aussi agir en cohérence avec ses valeurs, ce qui n'est pas toujours le cas, on peut dire. En tout cas, quand on devient conscient de ses valeurs, c'est beaucoup plus facile de les incarner et d'agir en cohérence avec ces valeurs-là. Et puis être sincère et transparent, cette notion d'authenticité. Pourquoi ? Parce que la sincérité, la transparence, c'est vraiment ce qui va aider à cultiver une culture de confiance au sein des équipes. Et on verra que la confiance, c'est aussi quelque chose qui permet d'obtenir l'engagement. Donc les valeurs, finalement, cette intégrité face à ces valeurs, c'est simplement faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Le leadership conscient, c'est aussi avancer avec des buts éthiques et prendre des décisions responsables. Donc il y a toute cette notion liée à l'environnement au sens large, au sens global, dans le leadership conscient. C'est-à-dire qu'on va aller voir au-delà des profits à court terme et puis au-delà de la performance économique, puisqu'on va, dans la conscience, évaluer les impacts de nos décisions, de nos choix, de nos actes sur notre environnement et sur toutes les parties prenantes de notre environnement, que ce soit les salariés, les clients, les partenaires, la communauté ou la planète. Ensuite, dans les caractéristiques, on retrouve cette fameuse notion de care que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Care, on peut traduire ça par prendre soin. C'est vraiment la notion de service aux autres. Finalement, de se dire, en tant que leader, comment je vais pouvoir me mettre au service des autres et puis prendre soin finalement de tout ce qui concerne, de tout ce qui va être impacté par l'activité de mon entreprise. Et donc, il s'agit, en fait, avec cette notion de care, de passer d'un état d'esprit classique de productivité, de rentabilité, à un état d'esprit plus de bien-être et de croissance pour mes équipes, pour mes clients, mes partenaires, etc. Toujours dans les caractéristiques, on retrouve également la notion de culture positive, basée sur la collaboration, l'innovation, sur l'inclusion et la diversité. Donc ça, c'est des notions que vous connaissez sûrement, dont on entend beaucoup parler, qui sont beaucoup mises en avant. Mais ça fait vraiment partie du leadership conscient, parce qu'il est important
pour avoir cet équilibre dont on parlait tout à l'heure entre la performance et puis le bien-être, l'épanouissement, de valoriser aussi le fait que vos collaborateurs puissent avoir des idées nouvelles, les partager et contribuer finalement à la performance de l'entreprise. Donc c'est laisser la place finalement à cette notion-là d'innovation, à la collaboration, et puis voilà, de vraiment développer ces idées autour de l'inclusion et de la diversité, c'est-à-dire les diversités de points de vue. Quand on parle de diversité, ça prend plusieurs formes. Et puis voilà, favoriser la créativité finalement. Alors justement, je vous parlais du principe de CARE, je vais vous donner juste quelques petits détails complémentaires. En anglais, alors c'est un verbe qui n'est pas toujours évident à traduire, parce qu'on peut l'utiliser dans plein de contextes, beaucoup utilisé dans le domaine de la santé, mais en gros, to care, c'est prendre soin, se soucier, s'occuper d'eux, faire attention à. Et c'est vraiment un terme qui est central dans la notion de leadership conscient. Parce que finalement, en tant que leader conscient, c'est comment je peux m'assurer qu'au quotidien, je joue ce rôle. Je prends soin, je me soucie, je fais attention à un certain nombre de choses qu'on vient de voir en l'occurrence. Donc on retrouve 4 dimensions dans cette notion de care. La dimension physique, alors ça peut notamment être, par exemple, vous le savez, la plupart d'entre vous, le fait de s'assurer du respect de l'intégrité physique de nos collaborateurs. Heureusement, aujourd'hui, c'est une obligation légale. Donc c'est un exemple. La dimension psychique, là encore, on peut donner comme exemple le fait d'anticiper l'impact des risques professionnels sur la santé mentale. La dimension sociale, donc tout ce qui touche à l'équité salariale, par exemple. Et sinon, ça peut être le fait de produire localement ou d'embaucher des personnes en local. Et la dimension environnementale, c'est-à-dire prendre soin également de l'environnement, avec vraiment une vision à long terme par rapport à l'impact de mes actions et de mes décisions en tant que dirigeant d'entreprise. Alors, dernière partie, comment devenir un leader conscient ou plus conscient si vous l'êtes déjà un peu. Donc là, je vais vous donner des clés un petit peu concrètes pour intégrer le leadership conscient dans votre quotidien de manager ou de dirigeant. Déjà, on va voir un petit peu quels sont les avantages pour vous d'intégrer cette conscience dans votre leadership. Au niveau des employés, évidemment, ça va permettre une augmentation de l'engagement des collaborateurs, de leur bien-être et de leur satisfaction au travail. Au niveau de l'organisation, une amélioration des performances. Évidemment, si vous améliorez l'épanouissement de vos collaborateurs, en toute logique, vous aurez plus de performances de leur part. Donc en travaillant sur cette notion de culture positive qu'on vient de voir, l'inclusion, la motivation, l'innovation. Et puis au niveau de la société, vous allez pouvoir contribuer à des choses beaucoup plus globales, des défis comme tout ce qui touche au changement climatique, tout ce qui touche aux inégalités sociales ou encore à la santé mentale. Donc voilà l'intérêt, l'avantage de développer cette pratique de leadership conscient à différents niveaux. Donc là, on positionne le dirigeant en qualité de leadership conscient. Est-ce qu'il y a un intérêt ou comment on peut le mettre en place pour que nos collaborateurs, finalement, que l'équipe aille sur ces sujets-là et les faire monter comme leader conscient? Ouais. Un intérêt ou l'intérêt, il est là. Et puis, comment le mettre en place, on va le voir juste après. Je vais vous montrer. C'est l'exemplarité après qui fait que entre autres. Première chose, pour devenir un leader conscient, on l'a vu, la conscience de soi, la conscience de l'instant présent, elle est importante. Donc on va développer sa pleine conscience personnelle. C'est-à-dire que pour devenir un leader conscient, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça va d'abord passer par vous-même. Avant tout. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir s'attaquer à des grands chantiers ou de se dire, moi je vais stopper le réchauffement climatique, je vais d'abord commencer par m'occuper de moi. Et raisonner ma température de chauffe. Par exemple. Mais c'est aussi de se dire pourquoi c'est important finalement à mon niveau
de quoi je vais prendre conscience pour changer ma façon d'impacter le monde en fait. Donc développer sa pleine conscience personnelle, donc ça peut être intégrer des pratiques de méditation, de pleine conscience dans votre vie, apprendre simplement à se recentrer, à respirer profondément, à observer ses pensées, des choses assez simples finalement, mais ça s'apprend. Ça s'acquiert, c'est des pratiques qu'il faut mettre en place avec l'habitude, la répétition. Et je peux en témoigner personnellement, ça change vraiment les choses. En fait, quand on intègre ces pratiques, ça vous change la vie, ça change complètement la façon dont vous pouvez percevoir le monde. Et puis sans forcément mettre en place des pratiques, on va dire, quotidiennes, si c'est des choses qui ne vous parlent pas forcément, mais simplement le fait d'être plus connecté à l'instant présent, d'être attentif finalement au moment présent, sur des moments tout à fait anodins, hein, comme quand vous mangez par exemple, ou quand vous brossez les dents, ou quand vous échangez avec un collaborateur et d'être attentif à ce qui se passe. Ça simplement, ça peut déjà être un premier pas dans le développement de la conscience personnelle. Et puis aussi, il y a le travail sur la prise de conscience des émotions. C'est très intéressant, on l'a vu tout à l'heure, et c'est quelque chose qui permet de développer sa conscience personnelle, parce que finalement, on va apprendre à comprendre, à décrypter ses émotions. C'est un travail qui est très intéressant. Oui, donc il y a une mise en action qui peut être assez simple au quotidien. Oui, après, dans un monde qui est assez intense, où on essaie toujours de bousculer l'agenda pour mettre en place des pratiques, je pense que ça nécessite une prise de hauteur et un accompagnement pour aller plus loin, quoi. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que à l'échelle du quotidien, on peut essayer de mettre en place des choses, mais sinon, il y a des accompagnements, comme le coaching par exemple, hein, qui peuvent vraiment permettre finalement de franchir un cap dans cette connaissance de soi et dans la conscience de soi. Déjà parce que le coach va vous fournir des outils, et puis il va vous aider à faire, il va vous aider à accorder du temps pour faire ces choses-là. Il va vous apprendre finalement, il va vous accompagner à vous découvrir. Il va vous apprendre ce que sont les émotions et comment on les décrypte, comment on s'en sert plutôt que les repousser. Enfin, voilà. Il faut aussi accepter de vouloir jouer sur ces trois dimensions que tu as mentionnées juste avant, c'est-à-dire les employés, mon organisation et puis l'extérieur. Alors tout à fait. Si on n'en est pas convaincu dès le départ, exactement. On ne peut pas vouloir avoir un impact sur ces trois dimensions-là. On ne deviendra pas leader conscient. Ça, c'est sûr qu'on peut vouloir parler d'un beau concept, mais encore une fois, il faut l'incarner. Et la base de tout, si je comprends bien, là, il y avait une slide où finalement on voyait l'ancienne méthode. J'ai l'impression que finalement c'est l'humain qui a été oublié. Oui, d'une certaine manière, parce qu'en fait, la façon dont on enseigne le management et le leadership aujourd'hui, notamment dans les grandes écoles de commerce, ne permet pas de répondre aux nouveaux enjeux. Les nouveaux enjeux dont on a parlé, la période de crise qu'on traverse, les changements de mentalité. Donc il faut revoir ce mode de management qui est devenu complètement obsolète et remettre l'humain au centre finalement. Parce que le management tel qu'il est enseigné, il est beaucoup basé quand même sur la productivité, la performance. Et on commence à voir que de toute façon, ça suffit plus. Parce que cette performance, elle vient dégrader l'état des personnes, tout simplement. Il y a une question. Moi, j'ai été accompagnée en coaching. Et aujourd'hui, en tant que, je dirais, tous les directeurs et les dirigeants d'entreprise, ils arrivent à investir en fait dans leur entreprise sur des biens matériels, sur des ERP, sur tout ce qu'ils veulent. Mais finalement, ce coaching est essentiel, en fait, c'est investir sur soi en tant que dirigeant. Parce que c'est un vrai investissement pour l'entreprise. C'est vrai qu'il faut repartir de cette base-là et c'est un vrai avis. C'est vrai que bientôt les dirigeants, je vais essayer d'investir sur vous, sur cette notion de leadership conscient. En fait, vous investissez dans votre entreprise derrière. Et effectivement, c'est une petite chose. Donc, moi, j'ai une collaboratrice qui me dit comment ça va. Je ne peux pas très bien.
Je rebondis sur ce que dit Aline. C'est vrai que souvent, les dirigeants vont avoir tendance à dire que ils n'ont pas le temps ou que si ça les concerne eux, bon voilà. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un investissement pour eux, mais que ça va en fait rayonner sur tout leur environnement personnel, professionnel, sur les collaborateurs, sur la performance de l'entreprise. Et donc finalement, ce que tu disais, c'est un vrai investissement parce que ça ne les concerne pas qu'eux. Ça va concerner tout leur environnement, toute leur vie en fait. Voilà. Voilà, donc ça c'est la première chose voilà, qu'on va développer pour plus de leadership conscient. Et pour moi, c'est vraiment la plus importante. Ensuite, travailler sa communication. Alors ça c'est pareil, c'est un élément qui est quand même assez central. Pourquoi ? Parce que dans les relations humaines, finalement, très souvent ce qui pêche, c'est notre façon de communiquer. Parce que c'est ça qui est à l'origine des conflits, par exemple. Donc pour devenir un leader plus conscient, ça va être important de développer une meilleure communication déjà de base et puis une communication plus authentique. Tout à l'heure, je l'ai dit, on a parlé d'intégrité, on a parlé d'authenticité, de sincérité. Donc c'est en ça que une communication plus claire et plus authentique va aider. Alors déjà, l'écoute active, il y a sûrement parmi vous des personnes qui connaissent ce terme. C'est un outil de communication qui permet... alors déjà, l'écoute active, c'est écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Parce que bien souvent, on écoute pour répondre. On écoute et on est déjà en train de penser à ce qu'on va répondre à la personne. Alors que la base de l'écoute, c'est quand même d'écouter pour comprendre ce que la personne doit nous dire. Et ça, vous voyez, cette notion, elle est hyper importante parce que la conscience va vous aider. Le fait de vous mettre en conscience, de vous concentrer sur l'instant présent, sur ce que la personne est en train de vous dire, va vous aider à comprendre ce qu'elle vous dit et non pas d'être en train de réfléchir à ce que vous allez répondre. Parce que vous n'êtes plus dans l'instant présent quand vous réfléchissez à ce que vous allez répondre. Donc cette notion de communication authentique, c'est aussi ça, d'apprendre à mieux écouter, de développer son empathie. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place des autres pour comprendre leurs besoins, comprendre leurs motivations. Donc quand je suis empathique vis-à-vis de mes collaborateurs, ça me permet de mieux comprendre ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qui les motive, et aussi de dénouer des situations qui peuvent être problématiques. Et la clarté et la transparence, c'est important parce que c'est une marque de respect, c'est-à-dire d'avoir une communication qui soit précise, parce que parfois les problématiques sont issues d'une communication qui n'est pas assez claire, et puis honnête. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait d'authenticité. La confiance va aussi se développer sur une façon de communiquer plus honnête. Voilà pour la communication. Vous pouvez aussi développer votre leadership conscient en encourageant la collaboration et l'autonomisation. Donc ça, en fait, la confiance. Quand on parle d'autonomisation, c'est ça, c'est rendre leur autonomie aux personnes. Si vous les incluez dans la prise de décision, si vous les aidez à voir l'impact de leur travail sur le fonctionnement de l'entreprise, si vous leur faites confiance, donc si vous déléguez suffisamment, vous allez développer l'autonomisation. Il faut savoir aujourd'hui que dans les études, les statistiques, sur par exemple les raisons du développement du mal-être au travail ou sur les raisons des départs des personnes, des entreprises, ce qui vient en premier, loin devant les problèmes de salaire, c'est la confiance. La confiance, c'est le fait d'être reconnu dans son travail, d'être autonome. Donc s'il y a bien quelque chose qu'on doit travailler, sur lequel il faut être attentif en tout cas, c'est bien ça. Est-ce que je fais suffisamment confiance à mes collaborateurs? Est-ce que je leur délègue suffisamment? Parce que quand on délègue aussi sa confiance. On ne fait pas que déléguer du travail. Avant de me demander s'ils sont satisfaits par leur salaire, s'ils sont satisfaits par l'environnement de travail, etc. Et puis, dans cette notion d'autonomisation, de collaboration, ça va être important aussi de développer les compétences. Ça, c'est un levier que vous pouvez utiliser assez facilement. Développer les talents, développer les compétences, pour permettre aux personnes de travailler ensemble et puis d'être plus autonomes, de se développer, de s'épanouir aussi dans leurs fonctions.
je reviens encore une fois sur les valeurs. Incarner des valeurs alignées avec ses actions. Pour incarner des valeurs, il faut déjà les connaître. Donc il va falloir les clarifier. Ça veut dire que il faut faire ce travail d'identification. C'est quoi mes valeurs personnelles? C'est quoi les valeurs de mon organisation? Quels sont les principes finalement qui guident ma façon de manager, mon leadership? Et il arrive qu'il y ait certains dirigeants, certaines entreprises qui n'aient pas fait ce petit travail d'identification de ces valeurs. Vous savez peut-être qu'en stratégie, en marketing, il y a ce fameux triptyque mission, vision, valeur, qu'il est impératif d'identifier quand on démarre une activité et puis de revisiter tout au long de la vie de l'entreprise. Quelle est ma mission? Quelle est la mission de mon entreprise, sa raison d'être? Quelle est la vision de l'entreprise, donc la projection à long terme? Et quelles sont les valeurs, c'est-à-dire les croyances communes finalement auxquelles on croit, qui sont importantes et qui vont rassembler les personnes pour faire vivre mon entreprise. On a proposé 2 petits déj pro sur ces thématiques-là et on est toujours assez étonné de voir qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ne vont pas encore sur ce sujet-là, qui ne prennent pas le temps de formaliser, et de faire ce travail-là. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, parler des valeurs, des missions, c'est encore d'actualité. Ouais, c'est ça. C'est un basique, hein, clairement. Et pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de dirigeants qui n'ont peut-être jamais fait ce travail ou qui l'ont fait il y a longtemps et ça mériterait parfois d'être un petit peu revisité et remis à jour. Voilà. Et donc, qui bouge, c'est ça, tout à fait. Être remis en cause. Ouais. Et puis finalement, il y a 2 axes. Il y a certainement une prise de conscience du dirigeant pour réfléchir à ces sujets, et puis après un travail collaboratif avec les équipes pour les partager, et puis peut-être même revoir un petit peu, synchroniser ces deux. Exactement, voir si mes collaborateurs sont en phase avec moi, mes propres valeurs, et j'en reviens toujours à la conscience de soi, c'est-à-dire qu'il faut commencer par soi en tant que chef d'entreprise. Quelles sont mes valeurs à moi? Et ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup en coaching. Parce que se connaître, c'est aussi connaître ses valeurs. Et moi, la plupart des gens que j'accompagne, ils pensent connaître leurs valeurs, mais finalement, le fait de faire ce travail, de mettre tout par écrit, de mettre tout noir sur blanc, ça permet vraiment de prendre conscience et du coup d'identifier ses valeurs et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je vis en cohérence, en alignement avec mes valeurs? Et c'est la même chose en entreprise, finalement. Donc déjà, en tant que chef d'entreprise, quelles sont mes valeurs? Est-ce que mes valeurs organisationnelles sont proches de mes valeurs personnelles? Est-ce que cet alignement-là, il existe aussi? Donc cette notion de valeur, elle est hyper importante dans le leadership conscient. Et toujours pareil, hein, se mettre en conscience de soi. Et encore plus aujourd'hui, avec cette génération qui arrive sur le marché du travail, qui sont capables finalement d'intégrer des structures pour raison de valeur ou quitter des structures parce qu'il y a incohérence entre eux. C'est ça. On sait qu'aujourd'hui, c'est un critère de choix finalement pour la nouvelle génération. Et puis vos valeurs, ça parle aussi de s'interroger sur encore l'impact de mon activité sur l'environnement, sur le monde. Et ça aussi, en termes de valeurs, voilà. En termes de valeurs, c'est important d'aller questionner cette partie-là. Et puis, quand on dit incarner des valeurs, aligner avec ses actions, c'est cette congruence, hein, cette cohérence. Est-ce que ce que je fais, les décisions que je prends, est-ce que je les prends toujours en phase avec mes valeurs, en fait? Et puis l'exemplarité, tu en parlais tout à l'heure, je ne sais plus, Maxime. Parce que c'est bien d'avoir des valeurs, mais si on ne les incarne pas... Donc de se poser la question, est-ce que je montre l'exemple et est-ce que je vis en fonction de mes principes, en fonction de mes valeurs? Et puis favoriser une vision inspirante. Là encore, pour donner de la vision à vos équipes, il faut être au clair avec cette vision. Donc clarifier cette vision et la partager pour que ce soit inspirant, pour que ça inspire vos équipes. Donc on en revient toujours à le fait d'identifier ça, la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise, pour emmener les personnes avec soi quand on est leader, hein, c'est le principe du leadership. Tu peux approfondir justement mission, vision, où est-ce qu'est la limite, la différence? Alors oui, la mission c'est la raison d'être de l'entreprise, le fameux why.
le pourquoi l'entreprise est là, quelle est sa mission finalement pour le monde. Et la vision, c'est quelle vision à long terme je donne à mon activité, à mon entreprise, pour emmener les gens finalement vers un objectif. Et puis, dans cette notion de vision et de mission, c'est aussi s'assurer finalement que la mission individuelle et collective est alignée, c'est-à-dire que chaque collaborateur, à son niveau, avec sa mission individuelle, sache qu'il est connecté à la mission collective de l'entreprise. Et on parlait tout à l'heure d'implication et d'intégrer les personnes dans les prises de décision et de comprendre en quoi le travail de chacun finalement contribue à la vision de l'entreprise et à la mission de l'entreprise. Et ben c'est tout ce travail-là qui peut être fait simplement en expliquant, en communiquant, en impliquant les personnes dans la prise de décision. Si vous impliquez des collaborateurs dans la prise de décision, ce sera beaucoup plus facile pour eux de comprendre le rôle qu'ils ont à jouer, la nature de la décision, les conséquences, plutôt que si vous leur présentez une décision qui a déjà été prise et qu'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. J'avais fait une conférence de Pierre Gattaz, Radial, qui avait donné un exemple qui était assez incroyable, où un jour il va dans les ateliers et puis il a une opératrice qui fait du montage, une tâche répétitive. Et il lui demande ce qu'elle fait, et ben, finalement elle dit, je sais pas, je colle ou je soude, elle donne une tâche très précise, mais finalement elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et donc il a revu toute cette politique-là. Aujourd'hui, alors a priori, j'ai pas mis les pieds chez Radial, mais quand on va voir l'ensemble des collaborateurs, ils savent ce qu'ils font, et quelle est la pièce finale, l'intérêt global que cette pièce-là va dans l'avion, ce que ça fait, et finalement ça a tout changé, quoi. Ça change tout, c'est ce qu'on appelle donner du sens. Alors, elle est sympa cette anecdote. Je pourrais vous raconter une petite métaphore, ça s'appelle l'histoire de la cathédrale. C'est l'histoire de 3 tailleurs de pierre. Un homme va voir le premier tailleur de pierre, il lui demande ce qu'il fait, et il dit bah, tu vois, je suis en train de tailler une pierre. Puis il a le visage un peu triste, un peu fermé. L'homme va voir le deuxième tailleur de pierre et il lui demande ce qu'il est en train de faire. Et l'homme répond, enfin le tailleur de pierre répond, bah, le visage un petit peu plus éclairé, bah, je suis en train de construire un bâtiment. Et ensuite l'homme va voir le troisième tailleur de pierre et là il voit un homme qui a le visage lumineux, rayonnant, et il lui demande qui fait la même tâche, donc toujours en train de tailler une pierre, et il lui demande ce qu'il est en train de faire, et le tailleur de pierre lui répond, je construis une cathédrale. Donc c'est exactement ça, c'est le sens au travail, et ça change tout pour les personnes qui travaillent pour vous, qui travaillent pour l'entreprise, pour la mission de l'entreprise, et avec cette vision qui donne du sens. Et je veux revenir sur la vision inspirante. Parce que si on lit cette phrase-là, finalement, il faut une vision qui donne envie. Il y a peut-être une limite à ne pas franchir, à voir ce qu'on a envie de l'entreprise, mais mettre un petit peu de réalité, de concret finalement dans cette vision-là. Comment justement on ajuste cette vision en la mettant pas trop loin, trop éloignée finalement de nos collaborateurs qui au risque de les perdre, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, effectivement pas non plus tomber dans une vision utopique. Alors je pense qu'il faut simplement être sincère malgré tout dans la façon de formuler cette vision, rester réaliste. Mais je pense, et c'est mon avis, que... La vision, on ne peut pas se donner le droit de rêver et de, alors si, justement, de vouloir grand pour atteindre certaines choses. Je pense que... Au contrario de l'objectif où il faut qu'il soit atteignable. Ouais, dans le concret. Dans le concret. Alors je pense que Maxime a raison, et toi aussi Sofiane, mais moi ma réponse ce serait simplement, à partir du moment où votre vision de chef d'entreprise elle est connectée à votre cœur, peu importe la vision que vous avez, en fait, elle sera authentique parce que ce sera la vôtre. Et ensuite, il faut la partager, il faut communiquer, il faut que ce soit fait de manière claire. Une vision qui peut sembler irréaliste, si en plus elle est communiquée de manière confuse, bon, c'est sûr que là, on aura du mal à emmener les gens. Mais si c'est quelque chose, effectivement, où on rêve grand, mais qu'on le fait, qu'on le communique de manière authentique, avec le cœur, en connexion avec ses valeurs, par exemple, c'est beaucoup plus inspirant, en fait. Pour conclure,
Donc avec cette notion de leadership conscient, pour moi, mettre en place ou développer le leadership conscient, c'est pas forcément déjà tout révolutionner, et puis c'est pas oublier la productivité, la rentabilité, parce que finalement c'est quand même la base de fonctionnement de l'entreprise et sa pérennité. C'est pas non plus se mettre du jour au lendemain à vivre dans un monde de bisounours. Devenir leader conscient, c'est simplement faire de la place petit à petit au quotidien, à travers nos démarches, à un état d'esprit qui soit plus respectueux, plus conscient et plus responsable, tout simplement. Voilà, donc sans forcément vouloir tout changer, mais y aller étape par étape, et c'est un cumul de petites actions qui donne un grand résultat, ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. On va pouvoir passer à l'échange avec le public et peut-être aussi avec les personnes qui sont connectées sur le Facebook Live. Première question pour lancer un petit peu le débat. Est-ce qu'on a une première question en salle? Sinon, on peut lancer une première question. Voilà. Merci Loïc. Merci. Très intéressant et très questionnant. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est en fait à titre perso, jusqu'où on est vraiment prêt à vouloir avoir conscience des choses. Très bonne question. J'étais un petit peu en lien tout ce que tu nous partageais. Et je me disais, aujourd'hui, on peut avoir conscience de plein de choses. Se dire, tu partageais le côté, finalement, les valeurs, c'est un basique. En même temps, je me disais, c'est peut-être un basique, mais c'est pas si basique que ça. Non, c'est ça. Je repensais, il y a quelques jours, j'intervenais auprès de jeunes RH, et elles partageaient toutes les unes auprès des autres leur politique RH d'entreprise, en mettant en avant des valeurs, parce que tu mettais dans le côté culture positive, le fait, nous, notre entreprise, elle est pour la diversité, elle est pour l'inclusion, elle est pour la non-discrimination. J'ai dit, c'est super, c'est génial. Ce qui signifie que si demain vous avez un poste à pourvoir et que vous avez eu 3 jeunes femmes qui répondent aux critères de compétences, mais il y en a une, elle s'est démarquée, elle avait un meilleur profil, de meilleures compétences, si ce n'est qu'elle est enceinte de 4 mois. Donc vous êtes dans la non-discrimination, tout ça, vous l'embauchez. Sur la vingtaine, non. En fait, ça va poser problème. Ou autre exemple, vous avez une équipe dans le BTP de mecs dans leur culture, et puis vous avez une jeune femme qui arrive, bien maquillée, tout apprêtée, et donc elle a toutes les compétences qui vont bien, vous l'embauchez. Ah non, ça risque d'être mal à l'aise, et ainsi de suite. Donc confronter, quand on prend vraiment conscience des choses, des fois ça peut poser problème. Donc je me dis, est-ce que des fois on ne se donne pas bonne conscience C'est sûr. et à s'embarquer dans des choses où on dit, tiens, on répond aux critères et finalement confronté à la réalité. J'ai conscience, à prendre conscience, finalement on dit, c'est toute l'incohérence entre afficher des valeurs et les incarner. Bon, finalement, c'est ce que tu dis, c'est ça. Hein. Alors ça peut effectivement être un petit peu brutal dans certains environnements. Et c'est d'autant plus difficile quand vous avez un service RH qui doit simplement appliquer ce que l'entreprise lui demande d'appliquer. Donc, quand il y a ce décalage entre les valeurs affichées et les valeurs incarnées, ça peut être très difficile. Et c'est là où... Alors, moi, je pense que le travail de prise de conscience, il est important. Et c'est au niveau de la direction, du dirigeant, du chef d'entreprise que ça se joue, en fait. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toutes ces valeurs un peu à la mode, d'inclusion, de diversité, de non-discrimination, etc., qui font bien sur le papier. Et c'est pour ça que là, j'ai mis en avant le fait de incarner des valeurs, mais déjà de prendre conscience, est-ce que ça, c'est pas des valeurs un petit peu vernies? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi derrière ça? Et après, d'être au clair avec soi-même, en fait. Si c'est juste pour faire joli, ça sert à rien. Ou si vraiment j'y crois, dans ces cas-là, je me donne les moyens de les appliquer, enfin de les incarner et d'avoir un comportement qui soit cohérent avec ces valeurs.
Mais je te rejoins, la prise de conscience et avoir conscience, c'est pas pareil. Pas derrière des valeurs qui n'existent pas. Généralement, on utilise le slogan d'activia. Ce qui se passe à l'intérieur, on le sait à l'extérieur. C'est pas la peine de dire qu'on est une entreprise high-tech si on est encore un petit peu dans un monde archaïque où on est bienveillant, à l'écoute, en liberté, en absolu, si c'est pas réel. Parce que de toute façon, ça se sait. Il faut vraiment que ça corresponde, comme tu disais, c'est pas figé, mais il faut vraiment que ça corresponde. Et puis ça peut être dramatique dans le cas d'intégration d'un nouveau collaborateur ou collaboratrice qui arrive. Et pour autant, Finalement, il y a de grandes chances que la période d'essai soit coupée rapidement, quoi. Qui n'existe pas encore. On a le droit de dire qu'on a une valeur qu'on aimerait travailler et l'afficher, même si on n'y est pas encore. Mais voilà, ça on a le droit. Mais de dire vraiment des valeurs qui ne sont pas du tout présentes. Bah, ce qui est compliqué, c'est quand on fait l'inverse de ce qu'on affiche, en fait. Donc, ce qu'on constate souvent aussi, c'est quand même, ce qu'on entend, c'est que l'humain, c'est compliqué. Ça fait très peur. C'est une compétence. Il ne faut pas que au-delà des valeurs qu'on peut avoir, on peut avoir de superbes valeurs en les incarnant et s'adresser à l'autre pour le faire avancer tel qu'on a un peu envie d'y avancer. Je parle d'un logique entrepreneur. Bien sûr. C'est une vraie compétence et celle-ci, peut-être que ça peut s'apprendre. Les personnes comme toi peuvent être là justement pour accompagner. Parce que tout seul, je pense que... Oui, voilà, c'est un vrai défi. Mais c'est là où les accompagnements ont tout leur sens, en fait. Aujourd'hui, l'humain, c'est une des compétences les plus complexes, finalement, à acquérir, à comprendre. Oui, ça fait peur. Oui, c'est ça. Beaucoup de chefs d'entreprise qui baissent un peu les bras par rapport à ça. Que ce soit ce que dit monsieur ou ce que disait monsieur tout à l'heure, en fait, il y a aussi cette communication claire, en fait, pour pouvoir aussi oser dire et être authentique les choses. Là, avec ce cas-là, je ne suis pas forcément à l'aise, pour quelle raison, et faire confiance à l'autre et l'impliquer aussi dans la décision. Impliquer cette jeune femme toute maquillée qui va travailler en un corps d'homme, et puis aussi cette femme qui est enceinte. Aussi, c'est aussi cette notion de faire confiance et d'oser se mettre en mots. Mais et dans ce que tu dis, ça parle aussi de la communication et la capacité à communiquer. Il faut se dire que c'est aussi difficile en entreprise qu'à la maison. Non Peut-être du boulot normal. Oui. Mais peut-être pas tant que ça, c'est ça le truc. Parce qu'il y a cette décision, en fait, c'est là où la conscience de soi, la prise de conscience, elle est importante, c'est qu'il faut aussi avoir conscience du chemin à parcourir et décider de se faire aider, en fait, parce que ça, c'est une décision purement personnelle. La facilité de dire que ça ne me concerne pas, je pense qu'elle est haute, quoi. C'est ça, mais il faut savoir prendre du recul, prendre de la hauteur pour... Là, il y a quand même des années d'un management et d'une posture autoritaire. C'est ça. Mais c'est pour ça que je parlais de crise du management et du leadership, parce que notre environnement, il est tellement fluctuant, tellement changeant, tellement instable, et avec toute la crise multidimensionnelle qu'on connaît aujourd'hui, là, on va être vraiment obligé de faire différemment et vraiment de se questionner et de prendre conscience qu'il faut changer les choses. Oui, c'est ça, il faut que le dirigeant, je pense, ait conscience de tous ces paramètres-là. On regroupe des individus. L'être humain est un individu complexe. Et justement, avec tous ces facteurs-là, l'humain change. Ce qui est vrai aujourd'hui, dans 6 mois, ça peut être complètement remis en question. Et je pense que le chef d'entreprise qui a conscience de ça, à l'instant T, il peut raisonner en disant, là, il quitte mon entreprise et je le vois comme un échec. Mais finalement, peut-être que ce collaborateur-là va prendre autre chose, puis demain, il va revenir encore plus développé dans ton entreprise. Et puis, on est dans un monde qui bouge, donc il faut avoir conscience de ça. Et puis en effet, l'exemplarité, on peut certainement attirer de bons profils en incarnant ses valeurs, avec la marque employeur. C'est ça. Et encore une fois, tout ça, tu disais, Pascal, ça fait peur. Encore une fois, ça peut commencer par des petits pas, en fait, des petites choses. C'est vrai que cette notion de leadership conscient, elle englobe énormément de choses et ça peut faire peur. Surtout quand on décide de se dire, il va falloir que je change plein de choses d'abord en moi. Il y a du boulot. Et finalement, c'est déjà commencer par des toutes petites choses.
et mettre en place une chose après l'autre, et à force, ça donne un grand résultat. Mais il faut vouloir y aller par étapes. Le concept de leadership conscient s'applique qu'aux dirigeants, ou les managers dans l'organisation, bien sûr. Les collaborateurs peuvent aussi incarner ce concept-là. Exactement, hein, c'est pas Sans le dirigeant qui donne le là. Voilà. Oui, alors le leadership C'était pour revenir effectivement sur l'exemplarité, et ça doit partir effectivement du dirigeant. Mais ça doit transpirer. Exactement, et puis ça se duplique au niveau managérial, quand il y a une ligne managériale avec le dirigeant, bien sûr, ça c'est évident. Je pense que c'est même une obligation. On parlait de valeurs, un peu une cause prioritaire pour quitter une structure. Je crois que le manager aussi, on est dans les tops, on quitte son entreprise parce que à cause du manager, je m'y ressens bien, je partage des valeurs, tout, mais mon manager, c'est pas possible, je quitte la structure. C'est ça. Souvent, ce qu'on constate, c'est que être manager, c'est une promotion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait un chemin, on a été un super bon commercial, et du coup, on devient un manager parce que... Une évolution naturelle, on va dire. Voilà, exactement. Sauf que dans les faits, ça n'a rien à voir avec la promotion, c'est une compétence qu'il faut avoir. Ouais. C'est pas un statut, ouais. Certainement quelque chose pour le reconnaître. Et puis parfois, on peut mettre des collaborateurs en difficulté, de les mettre à ces postes-là. Complètement. Et il peut y avoir des personnes qui sont beaucoup moins bonnes au commerce, qui ont été embauchées comme telles, et qui, eux, ont peut-être justement la fibre. C'est ça. Quelque chose de... C'est le manager qui a été très bon techniquement et qui s'attend à avoir une équipe aussi bonne. Et d'ailleurs, c'est des personnalités qui sont souvent très très différentes, avec des qualités, on va dire. Pour être un manager, c'est pas celle commerciale, c'est un technicien. Oui, c'est très vrai. Je ne sais pas si c'est français, ça d'ailleurs. Manager. Moi, très très souvent, la promotion, c'est tiens, on va te donner une équipe. On commence à former la personne, peut-être. Ouais. Ça peut être un cadeau empoisonné, c'est sûr. D'ailleurs, souvent, si certains partent, au-delà des valeurs et tout ça, c'est peut-être aussi parce que... Oui, il y a une mise en échec. C'est ça, mais c'est pour ça que ça... intérieur, c'est s'adresser encore aux gens, ça reste vraiment... Oui. Et c'est pour ça que ça doit se faire avec un accompagnement, notamment en termes de développement des compétences, par exemple. Hein, si on prend l'exemple... Et encore, on est sur le coup des choses. À un moment donné, l'entreprise a fait la tranche aussi de s'arrêter. On renouvelle une flotte de bagnoles. J'ai une question Oui. aussi, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la génération Z qui arrive en entreprise. Il y a certains patrons qui peuvent être plus ou moins découragés. Est-ce que justement, l'avantage aussi de ça, c'est que ça pousse un peu ces valeurs-là pour revenir sur des fondamentaux humanistes finalement. Oui. Et puis aussi, il n'y a pas que le salaire qui vient en compte aussi. Le côté ambiance, le travail, amitié, enfin sortie, etc. La convivialité, la confiance. Donc, du coup, c'est aussi bien parce que ça permet de mieux maîtriser ça. En fait, sur le sujet de la génération Z, là où effectivement il y a beaucoup de dirigeants qui en ont peur et qui sont un petit peu frileux par rapport à ça, je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité de croissance personnelle. Hein. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'ils vont pouvoir m'apprendre en fait, ces jeunes issus de la génération Z qui ont une façon de penser qui est complètement différente de la mienne, qui ont des attentes, des besoins, des motivations qui sont complètement différents des miens. Et de dire comment ils vont m'aider à croître finalement dans ma façon de manager. On a tous beaucoup à s'apprendre les uns aux autres en fait, et on en revient toujours à la même chose, c'est l'humain finalement qui va permettre d'enrichir et d'amener de la performance à tous les niveaux. Je rebondis sur le terme que tu as utilisé, de la notion de performance, parce que en introduction, tu mettais en avant le fait que la performance, finalement, fausse performance pouvait amener côté burn-out. Et en même temps, finalement, on part d'une problématique qui est attirée vers la performance, on crée peut-être du mal-être, de la difficulté et du burn-out. On met en place un leadership conscient. Et l'avantage, c'est pour l'organisation de la performance. Et donc, du coup, je me dis, tiens, est-ce que là, on a deux options, soit le cercle vicieux de... non, alors c'est vrai. On part du principe que la performance crée le burn-out, on accompagne le leadership en conscience et finalement on développe la performance. Et d'un coup, je me questionne sur le fait, est-ce qu'on ne devrait pas aussi questionner la nature des performances, rajouter des performances durables. C'est ça. Pour être dans un côté un peu plus, sortir d'un cercle vicieux pour passer à un cercle vertueux. C'est ça. Sortir de la confrontation de l'humain avec un humain.
On revient à l'économique et il faut bien de la performance, Alors, de la concurrence. ouais, il faut de la performance effectivement pour la viabilité de l'entreprise. Après, il y a performance et performance, c'est-à-dire qu'une performance malsaine, enfin, viser plutôt une performance saine qui permette l'épanouissement, qui permette de maintenir un équilibre entre la contribution et le bien-être, hein, dont je parlais au début. Donc pour moi, c'est pas un cercle vicieux, c'est viser un autre type de performance ou comment on peut équilibrer les choses, parce que tout est question d'équilibre en fait, à l'échelle du monde d'ailleurs, hein, dans la nature. Et les choses commencent à aller mal quand on tombe dans des extrêmes. Et donc cette notion d'équilibre, elle est hyper importante. Donc en fait, sur cette notion de performance, c'est plutôt sur comment je performe dans mes postes pour optimiser mon travail. C'est ça? Pour pouvoir être. Parce qu'il y a la performance où je vais faire plus, tout en plus, et ça va empiéter parce que ça va être très intense pendant la durée de travail, etc. Et il y a peut-être aussi justement cette notion de performance de je vais performer dans ma mission, de comment je peux mettre en place pour optimiser des tâches, et justement sans faire plus Ça. en durée dans le travail, c'est très important. Mais comment je peux performer plus dans les missions, c'est ça en fait sur cette performance durable. C'est ça. Dans ce que tu dis par exemple par rapport au rythme de travail, peut-être que performance, ça équivaut à repos. Peut-être que je suis plus performant quand je me repose. Enfin, pas au moment où je me repose, mais le repos va peut-être m'apporter plus de performance. Là où la performance à tout prix, axée beaucoup sur les résultats, avec cette notion d'intensité, elle est contre-productive. D'ailleurs, on le voit, puisque la résultante, c'est cette augmentation de burn-out ou de surmenage. Et finalement, c'est revisiter comment je peux être performant, questionner déjà cette notion de performance. Globale, oui. Au-delà de la performance voilà. de rentabilité, c'est ça. La performance environnementale, sociale et sociétale. Parce que quand on voit que les gens ne doivent performer, moi j'entends que c'est une surcharge de travail. Donc en fait, le travail à la base, désolé, les gens, mais c'est peut-être, nous on l'a fait, c'est très très dur. Mais en tant que les dirigeants, je leur ai demandé ce que mesurer, sur une base de 35 heures, si le travail que vous confiez à vos équipes est faisable et atteignable sur ce temps de travail-là. Parce que vous avez forcément des missions, mais est-ce que ça va bien rentrer tout ça? Parce que vous avez notion que la mission confiée, elle tient dans un 30% du temps de travail. Donc, effectivement, on peut être des fois à 120 ou 200 de ce soit éphémère, parce que justement, après, on se c'est pour ça que ça me questionne la performance. Mais oui, c'est cette question d'équilibre. J'ai trouver le juste, la bonne pression qui va bien. C'est ça, et la bonne charge. La semaine dernière, j'ai échangé avec un chef d'entreprise qui a une petite équipe, une dizaine de personnes. Et il est passé à la semaine de 32 heures, sans embaucher une personne supplémentaire. Il a complètement revu l'organisation de son planning, de ses équipes. Et il a eu une augmentation de la performance, en fait, et même des résultats. Parce que les personnes font des journées plus longues, mais quand ils sont là, comme ils bénéficient d'un jour de repos supplémentaire, ça leur donne plus d'énergie, ça réorganise complètement le rythme, et quand ils viennent, ils sont pleinement performants, pleinement là pour leur journée, et donc ça a un effet complètement bénéfique pour son entreprise. Ou alors des journées plus courtes, mais ils viennent plus souvent, l'organisation est complètement différente. Et il me disait que ça avait un impact positif, que ça donnait le résultat, c'était plus de performance pour son entreprise, donc c'est la preuve. Ce qui serait intéressant, c'est de voir 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Oui, bien sûr, bien sûr. Juste avant de clôturer et passer aux 2-3 dernières questions, on a là un flashcard qui nous permet à nous de recueillir vos avis par rapport au format des petits déj pro et aussi de la thématique d'aujourd'hui. On l'a dit, on a notre 48e. Donc l'objectif, c'est de maintenir ce rythme-là d'un petit déj pro tous les mois sur 2025. Maintenant, oui, on s'est dit de vous consulter, de recueillir, je sais pas, des thématiques, des besoins. 3 questions. C'est très rapide, pour 10 secondes, normalement. Merci pour votre contribution. Vous avez tous un téléphone, normalement. Celui qui dit qu'il n'y en a pas, alors c'est qu'il a un 3310. Oui. C'est ça.
exactement. Parce que l'exemple que vous avez donné, je pense que c'est effectivement où il a réduit les horaires de travail, comme je disais, ça marche beaucoup mieux. Mais ça, c'est adaptable et malléable en fonction de chaque personne. Oui, oui. Et puis de la nature de l'activité, de chaque entreprise, oui. Il y a des lieux où on ne peut pas travailler. Non, bien sûr. Bien sûr. Adaptable et en cohérence avec l'activité. Et la performance, c'est une vision et c'est une résultance. C'est ça. À travailler plus, faire C'est plus ça. de chiffres pour apporter à avoir une meilleure rentabilité pour passer par un cadre de travail. C'est ça. Je pense que quand vous donnez quelques exemples, si on quantifie et chaque personne sait pourquoi il le fait et dans quelle durée, pourquoi on a un objectif plus serré, pourquoi aujourd'hui on va travailler plus pour être un petit peu moins, la probabilité pour moi est relativement faible. C'est ça. Ce qui fait qu'on a un burn-out, c'est qu'on a des attentes trop élevées. Enfin, ou qu'on place des attentes trop élevées, soit par rapport aux compétences de la personne, soit parce qu'on a des visions un peu importantes, mais pour moi, un peu d'entreprise, il doit travailler, il doit avoir des dire, il doit marcher sur la ligne et projet, il faut qu'il puisse accompagner. C'est ça. Plutôt Team Sofiane que Team Maxime. C'est ça. ce que tu es en train de dire. C'est ça. Voilà, je pense que ça fait partie justement du recrutement en fait. Et si on est impliqué à 2000% dans la logique des personnes qu'on va avoir, quand on va les recruter, évidemment, ça va être peut-être impliqué à 200%. Mais être impliqué à 200% ne veut pas dire travailler à 200%. C'est ça. C'est un état d'esprit, hein. Oui, oui, tout à fait. C'est pas que je fais un contrat de 9h à 17h et puis 8h à 18h. C'est juste ce que je fais bien. C'est ça. Et la notion de sens dont on parlait tout à l'heure, elle a aussi du lien avec ce que vous dites, parce que si les gens ne savent pas pourquoi ils s'impliquent à 200%, c'est plus compliqué. Le partage du sens et de la vision est également important, je pense. Il y a des questions sur Facebook? Non, Non. pas de questions sur Facebook. Après, la difficulté, c'est dans cette conjoncture actuelle, on est tous à gérer des centres de profit. On voit un petit peu de taux de défaillance important en ce moment. J'imagine que le dirigeant qui est en difficulté, malheureusement, ça ne va pas être son sujet prioritaire, cette prise de conscience globale. Non. Ou peut-être c'est il est noyé dans une problématique qui fait qu'il n'a pas, il n'a pas cet axe de vision-là. Donc là, en effet, peut-être que c'est aussi ça l'importance de ces groupements, de ces associations, oui. pour partager ces ouais, allumer des petites lumières, quoi, c'est comme je dis. C'est ça. Et est-ce que par exemple, un dirigeant peut laisser la lumière s'ouvrir mais qu'il n'a pas suffisamment aussi de temps, est-ce que c'est une chose qui peut, une fois qu'il a la lumière, Oui, sur certaines choses concrètes, bien sûr. Après, un leader ne peut pas déléguer son leadership. Hein. C'est vraiment de savoir le style, parce que après, on va commencer à vouloir comprendre, on va être sèche, ça ne peut être impacté. Oui, oui, oui. Savoir les comprendre, pour essayer de réajuster et de contribuer cette mathématisation et l'engagement. Mais c'est vrai que le côté actif, au bout d'un moment, c'est chouette. On est en fait toute la journée. Est-ce qu'il y a justement des outils ou comment le leadership conscient peut commencer à faire démarrer petit à petit? En fait, je pense qu'en incarnant ce plus de conscience, c'est aussi le transmettre à ses équipes de managers, à son codir, enfin, transmettre une façon d'être, parce que c'est un état d'esprit finalement, hein, la conscience. La conscience de l'impact du travail sur les parties prenantes, la conscience de ses valeurs, la conscience de soi. Enfin, après, c'est vraiment un état d'esprit, une façon d'être qui peut se transmettre. Hein, clairement, c'est tout l'intérêt d'être inspirant en fait pour ces équipes à travers ça. C'est vrai, des fois, alors, pas une fonction déléguée, mais des fois on retrouve des organisations où il y a deux associés, deux dirigeants, on retrouve un petit peu flic gentil, flic méchant, un associé qui est un peu tourné vers des équipes, vers les autres, puis un autre très technique. Oui.
tourner sur la rentabilité. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne méthode ou pas, une bonne organisation ou pas, mais des fois on peut retrouver ce type d'organisation-là, et on a effectivement un des associés qui est vraiment, qui développe son leadership conscient, qui est tourné vers les autres, ouais. Et un autre qui est un peu plus... voilà. Ça peut être très complémentaire, et voilà, après, et ça dépend des situations, ça peut aussi être problématique. Moi, je veux juste rajouter quelque chose, c'est qu'il faut vraiment dissocier le management du leadership. Tout à fait. Le manager, c'est juste un rôle, et le leadership, tout le monde est différent. Ouais. Même ça juste dans l'entreprise, dans le perso. Donc, un collaborateur peut tout à fait être le leader. Tout à fait, ouais. Ça, c'est vraiment la dissociation. Souvent, il y a un peu à mal dire. Oui, tout à fait. Merci. L'exercice, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Très bien. Je te remercie beaucoup, Élodie, Merci. pour cette conférence de ce matin. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Bravo, Élodie. Merci. On peut clôturer en effet ce 48e Petit Déj Pro. On peut le dire maintenant, vous souhaitez de belles fêtes de fin d'année aussi. Exactement. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour continuer le format. On vous invite encore, je pense qu'on va vous renvoyer un petit peu la présentation, mais à recueillir vos avis pour qu'on puisse continuer à améliorer le format sur l'année prochaine. Et on sera ravis de vous retrouver sur les prochaines dates. Merci, belle journée. Merci.